l'heure de votre journal sur la première. Yorana, merci d'être fidèle au rendez-vous. Voici les titres. La contribution solidarité, c'est pour vendredi. Les entreprises se préparent parfois non sans mal, notamment avec les paramètres informatiques. Ce 1er avril sera aussi un moment de choix pour les commerçants. Intégrer ou non la TVA sociale dans les prix de vente au public, quitte à rogner les marges. 2 pompiers blessés, c'est le bilan du sinistre qui est survenu sur le Taporo 7. Si l'incendie est maîtrisé, l'armateur va devoir faire ses comptes avec son assureur. Après 2 ans de fermeture quasi hermétique en raison de la crise sanitaire, la Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières aux voyageurs européens vaccinés. Une embellie en perspective pour les compagnies locales et le tourisme polynésien. Et à la fin de ce journal, nous irons sur les hauteurs de Punaouia pour découvrir la permaculture avec Marianne Outia. Avec l'aide des jeunes du quartier, elle amène de la biodiversité dans les résidences d'habitat social, tout en créant du lien entre les habitants. Elle fait encore la une de l'actualité à J-3 de son application. La taxe de contribution pour la solidarité est toujours appréhendée par les entreprises. Elle se prépare non sans difficulté technique à l'appliquer. Les délais sont courts et les logiciels de facturation fument. Les mises à jour peuvent parfois avoir un coût, 300 000 francs pacifiques au moins. Stéphane Ratino, Hubert Liao. Pour trouver cette ligne supplémentaire sur les factures à partir de vendredi, ce fut parfois un chemin informatique tortueux. Premièrement, le délai d'application n'a pas été long. Deuxièmement, l'hypothèse de 1,5% est passée à 1% après discussion avec les partenaires sociaux. C'est pas un casse-tête chinois, mais on se rend compte qu'il y a des implications, notamment sur la partie gestion, qui sont compliquées à résoudre quand on n'a pas des outils qui sont paramétrables indéfiniment. Et là, moi, j'ai des différents clients qui sont obligés de changer de solution informatique pour avoir des factures qui présentent à la fois la TVA et la TVA sociale, et avec des coûts de développement pour ceux qui ont pu obtenir des modifications auprès de leurs développeurs, qui sont parfois significatifs. La prouesse informatique pour les petits commerces s'avère un brin fastidieuse. Durant quelques jours, l'écriture à la main devrait préciser sur les tickets de caisse le montant de cette taxe. Par ailleurs, certains commerces communiquent non sans ironie sur ce thème, affichant des réductions. D'autres commerçants sont dans l'expectative, à l'image de ce salon de coiffure. Ici, la patronne a décidé de maintenir ses prix, pas d'augmentation. Elle prendra cette taxe sur ses marges. Elle se donne 3 mois pour voir. Je vais peut-être attendre le mois de juillet pour avoir... c'est pas grave, cette taxe sociale, je la prendrai sur le salon. Certains fournisseurs aussi qui ont joué un peu le jeu, qui m'ont proposé justement de rester avec eux, avec fidélité, mais aussi un pourcentage beaucoup moins cher parce qu'ils savaient que la taxe sociale allait se faire répercuter. Vous, ici, Chloé, vous ne mettrez pas la taxe sociale. Vous paierez, vous, le 1% Oui, pour l'instant, jusqu'au mois de juillet, je la prendrai en charge. Un compte à rebours a donc débuté. Il appelle également les commerçants à décider des stratégies. Lui s'accompagne des PME. C'est un moment d'interrogation où les chefs d'entreprise cherchent un chemin. Je sens plutôt de l'inquiétude parce qu'ils ont en fait effectivement peur de ne pas réussir tout de suite à s'adapter. Et finalement, ça s'est fait assez vite aussi. Donc plus inquiétude en effet. Une inquiétude de nature technique alors? Oui, nature technique vraiment. Ouais. Vraiment, après, ils sont aussi en train de repenser leurs tarifs, donc ça implique pas mal de choses globalement. En Polynésie, 37 000 entreprises sont enregistrées. À partir du 1er avril, elles vont vivre avec cette taxe de solidarité. Le texte instaurant cette contribution sera examiné par l'Assemblée jeudi, malgré les revendications de l'intersyndicale. Dialogue de sourds encore aujourd'hui entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Lucille Guichet-Tirao, David Chang. 3 heures de discussion et un statu quo. Cet après-midi à la présidence, l'intersyndicale, fermement opposée à la contribution pour la solidarité de 1%, revenait discuter avec une partie du gouvernement. Mais à la sortie, c'est la déception. Le président, en synthèse, nous a dit qu'ils allaient appliquer et qu'on allait se retrouver dans 3 mois pour voir l'impact. Donc on a insisté sur le fait que cette taxe sur la consommation, elle n'était pas appropriée. On est à la fois déçus, furieux de ne pas être entendus, au sens où on fait de la solidarité payée par les petits et tout le monde en profite. Également présents, les syndicats positionnés en faveur de cette taxe, CSTPFO et CSIP notamment. Ils sont d'accord sur le principe des 1%.
Nous avons insisté sur le fait qu'il faut que ce montant-là aille entièrement à la CPS pour la solidarité et que sur l'autre pendant, si nous avons trouvé des recettes pour pouvoir sortir la CPS de son marasme, il faut aussi qu'au niveau des maladies, on puisse faire des contrôles. Pour le patronat, ces débats sans fin manquent de concret face à l'urgence et toujours aucun consensus autour du financement de la solidarité ni du montant des cotisations. On vit au-dessus d'un moyen, pas plus que... Aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'est toujours pas d'accord là-dessus. Alors, il va falloir qu'on ait d'autres réunions de travail pour la suite. En attendant, qu'est-ce que va décider le gouvernement pour le 1er avril? C'est ce qu'attendent les entreprises, c'est ce qu'attendent les salariés, c'est sûrement ce qu'attend la population. Il va falloir à un moment donné qu'on arrête de tergiverser et qu'on y va, qu'on fasse et que chacun prenne ses responsabilités. Le texte doit être soumis au vote ce jeudi à l'Assemblée. S'il est adopté, la contribution pour la solidarité à 1% entrera en vigueur à partir de vendredi. Incendie maîtrisé sur le Taporo 7, bilan de l'opération qui a duré toute la journée hier. 2 pompiers blessés. Reste maintenant à savoir ce que va devenir le navire et où l'eau polluée sera évacuée. Point de situation avec Natacha Silagi et Heidi Enko. D'abord inondé, ensuite brûlé. 2 coups du sort à 3 semaines d'intervalle. Le bateau cargo des îles sous le vent capitule. L'incendie a été maîtrisé après 15 heures d'intervention, une intervention compliquée en raison des bonbonnes de gaz toujours à l'intérieur et de l'huile qui s'est répandue dans les cales. Donc il faut arroser la coque parce qu'il y a quand même des points chauds. Hein. Et bien sûr, on a nos outils, la caméra thermique qui sert à faire des prélèvements sur des points chauds et on refroidit la coque. Plus de flammes depuis hier soir, mais l'arrosage a duré toute la journée pour refroidir la coque du navire. Nouveau problème à résoudre, que faire de l'eau polluée à l'intérieur qui n'a pas encore été pompée et où la déverser sans prendre de risques. Quant à l'armateur, il va devoir faire les comptes avec son assureur pour prendre la meilleure décision. Je pense que l'armateur avec l'assurance prendra la décision finale. Donc nous attendons qu'il donne un calendrier d'exécution des travaux, éventuellement la suite à donner concernant ce bateau. En attendant, c'est le Taporo 6 qui prend le relais. Tous les containers ont été retirés du 7, qui aura beaucoup de mal à reprendre la mer. Je vous rappelle qu'une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes du sinistre. Ce triste fait divers, un accident de la route a coûté la vie à un motard sur l'île de Hivaoa, ont rapporté nos confrères de Tahiti Info. Le chauffeur du 2 roues a percuté une camionnette et a décédé quelques heures plus tard, malgré l'intervention rapide des pompiers qui l'ont transporté au dispensaire de Atuona. L'homme était âgé de 30 ans. C'est un accident qui aurait pu tourner au cauchemar à la Punarou. Vers 9h ce matin, un parapentiste en difficulté en raison du vent a dû tenter de se poser sur le stade, mais il s'est finalement retrouvé dans un arbre de la zone industrielle. 1 heure plus tard, il a été décroché par les soldats du feu de Punauia avec l'aide de la police municipale. Plus de peur que de mal donc pour lui. On l'écoute, il répond à Natacha Silagi. Ça dépend des vents et puis... Le vent n'était pas de la bonne direction. Ça a dû te faire peur au moment où tu étais là-haut et que tu ne savais pas où tu allais te poser? Oui, en fait, c'est toujours une prise de décision et c'est certain que quand tu vois que tu ne fais pas ton terrain d'atterrissage, il faut prendre un terrain alternatif. C'est certain que ce n'est pas le meilleur, mais bon. Des perturbations sont à prévoir sur le trafic aérien ce soir au départ de AA et pour cause, les 36 aiguilleurs du ciel sont en grève depuis 19h. La réunion de conciliation qui a eu lieu hier soir avec l'administration parisienne n'a pas abouti. La direction nationale refuse de fournir les moyens techniques et humains nécessaires au bon fonctionnement selon les syndicalistes. Pour rappel, on comptait une 50aine de contrôleurs il y a 3 ans. Ils ne sont plus que 36 aujourd'hui. Une décision qui aura des répercussions sur le service de la navigation aérienne de Polynésie d'ici 2024, précise-t-il. La grève durera 3 jours, soit jusqu'à vendredi soir. Ce mouvement social n'aura donc aucun impact sur les vols à destination de la Nouvelle-Zélande. Le premier est prévu le 4 mai. Une réelle bouffée d'oxygène pour le secteur touristique après 2 ans d'interruption d'activité forcée. Dès l'annonce, les voyageurs impatients ont repris le chemin des guichets des compagnies aériennes. Caroline Fari, Patita Savia. 10h, arrivé 11h. Oui, c'est bon. Voilà.
Heureux, c'est le maître mot au sein de l'agence de Papeete qui dessert la Nouvelle-Zélande. Les clients rencontrés ce matin se réjouissent de revoir le pays kiwi et la famille. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas vu nos enfants, notre motoa. Nous avons donc un fils en Nouvelle-Zélande et une fille en Australie. Alors pendant 3 ans, on n'a vu personne. Les réservations se font à l'agence ou en ligne pour le mois de juillet, date de la réouverture des vols. Les tarifs sont stables, mis à part les taxes qui augmentent sensiblement. Le personnel, lui, reprend une activité à mi-temps après 2 années compliquées. On est vraiment heureuse après 2 ans de fermeture. Donc on est plus que ravis de pouvoir reprendre enfin notre travail. Par contre, ça nous a fait un peu de bien de réfléchir pendant ces 2 années, de se remettre en question et pour repartir de bon pied. Sur juillet, essentiellement, ce qu'on nous demande, c'est les produits phares que nous avons usuellement. Donc les écoles, donc les élèves qui partent faire une immersion dans une école de langue en Nouvelle-Zélande. Donc toutes les écoles n'ont pas réouvert, mais on a encore quelques contacts. Et le ski qu'on est capable de mettre en œuvre. Alors on n'a pas de brochure cette année, mais elle existe en virtuel en tout cas. La compagnie Otiare, de son côté, affiche complet pour son premier vol vers Auckland le 4 mai. Son PDG est aujourd'hui doublement heureux d'annoncer l'ouverture en octobre d'une nouvelle ligne vers la cité d'émeraude, Seattle. Une ville attirante à plus d'un titre pour les Polynésiens friands de ski et une manne touristique intéressante pour la Polynésie. C'est un très gros potentiel puisque l'État de Washington est le 3e État le plus riche des États-Unis en PIB par habitant, après l'État de New York et le Massachusetts, Boston. C'est également une région où les gens cherchent le soleil en hiver, hein, c'est ce qu'on appelle les snowbirds. Donc, et au départ de Seattle aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de destinations en vol direct. Il y a Hawaï et le Mexique. Et tous les ans, quand ils ont fait Hawaï 10 fois et le Mexique 15 fois, donc effectivement, on sera la seule destination directe soleil à leur offrir un vol direct. Et là, c'est un gros plus. Le ciel s'ouvre à nouveau. Une embellie en perspective pour les compagnies locales et le tourisme polynésien. Ces réouvertures de lignes sont-elles réellement prometteuses pour la compagnie Otiare? Réponse demain avec le président directeur général d'Air Tahiti, Michel Monvoisin, sera l'invité café de la matinale radio. C'est une véritable course contre la montre. La mise sous pli des documents électoraux a démarré hier, en même temps que l'ouverture officielle de la campagne présidentielle. Une mission confiée à 192 demandeurs d'emploi. 205 000 enveloppes devront être prêtes impérativement vendredi pour les expédier dans vos boîtes aux lettres. La propagande devra être remise aux électeurs le 9 avril au plus tard. Vous le voyez, le geste est mécanique et supervisé par le Haut-Commissariat. Autant dire que la pression est grande pour les vacataires. Priva est l'un d'entre eux. Il est interrogé par Gilles Tautou et David Chang. Il faut s'organiser déjà dès le début et voir si on peut tenir la cadence et tout ça, quoi. En fait, c'est la toute première fois pour tout le monde, pour nous 5 déjà. Et voilà, ça allait de marcher. Comme il y a une bonne ambiance et tout, voilà. Des moyens militaires aériens seront également utilisés pour larguer le matériel électoral sur les îles de Heriheritwe, Tematangi, Maroko et Rapa qui sont dépourvues d'aéroports. Si l'envie d'entreprendre ne coule pas nécessairement dans les veines, les élèves du lycée de Uturua, Arayatea, ont eu 12 heures pour se frotter à l'entrepreneuriat. Ils sont en classe de première et ont participé aux 18 ateliers de start-up, une première dans cet établissement. Accompagnés par des professionnels extérieurs, ils ont ensuite été évalués par un jury. Patrice Odap, un professeur d'économie et de gestion, nous en dit plus au micro de Julien Vescovali. Ce projet-là consiste donc à mettre les étudiants de première année de BTS en situation de créer une start-up. La particularité, c'est que cette entreprise doit coller à des objectifs que l'on retrouve, tels que lutter contre la pauvreté, travailler sur l'écologie, voilà, tous ces objectifs-là. Des thèmes actuels. Des thèmes actuels, tout à fait.
Et à Nukuhiva, le lycée agricole Saint-Athanase a ouvert ses portes au public pour valoriser le travail de ses élèves. Là-bas, la présentation des formations figure au programme de la visite d'un établissement qui accueille les élèves à partir de la 3e et jusqu'à la terminale. Tout au long de l'année, ils se forment au métier de la terre. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le rucher, l'élevage de porcins, le poulailler ou encore la serre abritant la vanille. Démonstration avec Lafi Reva, une professeure d'agronomie et de production végétale. Elle répond à Marie Curva. Ici, c'est des fleurs qui ont été mariées en octobre 2020 du coup. Donc cette vanille est là. Au jour d'aujourd'hui, on est sur une deuxième floraison qui va donner des fruits à maturité au bout de 9 mois après le mariage, la fécondation des fleurs. Donc ici au lycée agricole, on vend la vanille mûre, donc elle n'est pas préparée. C'est une vente de vanille mûre à des préparateurs parce qu'on n'a pas encore le diplôme de préparateur de vanille. Enfin, dans le quartier Motio, sur les collines de Punaouia, il est un jardin collectif où la permaculture tient le haut du sommet. À l'âme de cet endroit, c'est Marianne Outia, présidente de l'association du secteur. Avec l'aide de jeunes issus du quartier, elle bichonne ce coin de terre depuis 5 ans. C'est notre Aïfenois signé Stéphane Ratino et Hubert Liao. Tu remets bien les sachets pour bien envelopper tes feuilles, quoi. Marianne, c'est une philosophie, une culture de l'autre, la croyance que les jeunes pousses portent en elles de belles promesses. Une histoire de bourgeonnement donc, cette part de confiance et cette envie de travail qui font grandir les humains. Alors Marianne cultive les jardins. Depuis 6 ans dans son quartier, de belles récoltes. Son association recrute toujours des jeunes du secteur. Pour donner le coup de pouce nécessaire, ici la fibre urbaine ne demande qu'à s'affirmer, à ne pas enterrer ses talents. Le début, quand je suis arrivé ici, je ne savais rien. Mais après, à force d'apprendre, de faire des stages ici avec Marianne, j'ai appris beaucoup de choses. Moi et mon binôme, John, du coup, on doit s'occuper de notre espace, quoi. Voilà. Il y a longtemps que tu avais envie de travailler ici avec Marianne? Ah oui. Ça, là, je remercie beaucoup Marianne de tout ce qu'elle a fait pour nous, les jeunes. En plus, c'est pas loin, tu vois, donc c'est bon, t'as pas de bus à prendre. Et tu connais tout le monde? Ouais, on se connaît tous. Et Marianne, c'est un bon professeur ou elle est compliquée? Ah, ça va, elle est dure aussi, tu vois, et c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Sinon, on va lâcher prise ou sinon, ça va pas pousser. Et à Motio, les idées de Marianne essaiment. L'art tranquille et sain du jardinage se retrouve ci et là dans le quartier. Ici, un épouvantail souriant, un clin d'œil et la beauté des simples choses. Sur son balcon, cette habitante a mis les cultures en bouton. Elle récolte régulièrement, un travail lent et patient. Il donne ses légumes avec générosité. Poivron, maïs, concombre, dehors, tomates. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? C'est pour toi, la famille? Pour manger et partager avec les gens ici. C'est une passion pour toi, la permaculture? Ah oui, moi j'aime bien planter. Et ça pousse bien ici ou il faut avoir les mains vertes comme toi? Non, ça pousse. Il faut travailler, labourer la terre, arroser. Voilà, il n'y a pas de sucre. La solidarité arpente chaque parcelle de ce jardin de plus de 1000 mètres carrés. Les légumes non calibrés sont donnés, les autres vendus au marché du terroir pour financer des actions sociales. Marianne y est tous les jours, elle en est le souffle, le levain de toutes ces pattes humaines. Certaines passent là des mois durant. Rien n'est donné, mais le jardin collectif est désormais une évidence au pied des immeubles, un pari gagné, mais l'avenir est toujours volonté des gens. C'est un défi et puis le résultat est là. On va dire que c'est un bon résultat. Ils sont contents de leur fruit, de leur travail et puis ça les motive encore quand ils voient qu'il y a de la récolte, ce qu'ils ont planté. Le seul souci ici, c'est les vols. Pour continuer à grandir, les jardins de Motio ont besoin d'un broyeur. Un financement participatif est ouvert sur le site Anavaille. Là-haut sur la colline, l'on veut toujours regarder l'horizon. Marianne y veille et y veillera encore avec beaucoup de passion.
C'est la fin de ce journal. L'information principale de cette édition. Statu quo, après 3 heures de discussion, la contribution pour la solidarité de 1% entrera bien en vigueur le 1er avril. Cet après-midi à la présidence, l'intersyndicale fermement opposée à cette taxe revenait discuter avec une partie du gouvernement. À la sortie, c'était la déception pour le patronat. Ces débats sans fin, manque de concret face à l'urgence et toujours aucun consensus autour du financement de la solidarité et du montant des cotisations. Le texte sera examiné jeudi à l'Assemblée. À la une de vos quotidiens, demain, La Dépêche s'intéresse à un sujet économique avec ce titre, le CESEC, pas convaincu par le pays. Et Tahiti Info s'intéresse au groupe City qui dévoile ses projets avec une interview exclusive. Retrouvez après ce journal les spots de campagne des aspirants à l'Élysée. À partir de 19h50, le commissaire Piet van der Volk continue d'enquêter sur des meurtres commis à Amsterdam. Et enfin, en deuxième partie de soirée, la première vous propose une comédie romantique, La Doc et le Veto. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.